On va pouvoir commencer l'ouverture de cette première session Parfums et Beauté. J'ai d'abord des remerciements à faire. La jeune femme qui touche les appareils de son, c'est Claire Campi, qui est la designer qui a conçu l'identité visuelle des sessions Parfums et Beauté. Vous pouvez l'applaudir. Chantal Artignan, ma complice, directrice de l'école supérieure du parfum, qui s'associe à nous pour cette série d'événements qui va courir au long de l'année. Merci Chantal, merci pour votre aide. Et enfin Joël Palix, qui nous fait le plaisir d'ouvrir la saison de la chasse et de venir discuter avec nous dans cet événement que j'ai voulu pour les 20 ans de la société que j'ai créée, Rosae. Pour marquer de façon plus intéressante qu'un cocktail mondain ces 20 ans de recul sur le métier du parfum et de la beauté, avec mes collaboratrices au fond. Salut les filles. Et puis mes amis, mes élèves, pas tous, parce qu'on a limité la place des élèves pour garder un ratio entre les élèves et les professionnels, mais ils en bénéficieront beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent apprendre de la bouche des praticiens et des gens qui ont du recul sur le métier. C'est ce qu'on a choisi de privilégier. Donc Joël, merci. Tout le monde ne te connaît pas ici, il y en a beaucoup qui te connaissent bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, tes choix, et aussi les choses qui t'ont le plus rempli dans ton parcours, qui t'ont le plus satisfait? Ok, merci Olivier. Je suis très honoré d'inaugurer ce cycle des sessions parfum et beauté. Et oui, du recul, j'en ai parce que je commence à avoir quelques années de professionnel dans la beauté, donc je vais vous faire part de mon expérience. J'ai commencé dans les années 80, et oui, chez Saint-Laurent. Et pendant 10 ans, je me suis occupé de marché pour Saint-Laurent, en lançant notamment des parfums comme Jazz. Et puis aussi un parfum que vous avez peut-être connu, mais qui n'a pas eu une durée de vie très longue sur les étagères, qui s'appelait Champagne. Et je pourrais vous raconter, si vous le voulez, on avait une war room, donc une sorte de salle de guerre. J'étais le patron Europe à l'époque, et il fallait gérer les stocks de produits, comme on déplace des armées en fonction des interdictions du produit entre les pays. Bon, voilà une petite anecdote de mon passage chez Yves Saint Laurent. Donc je suis resté 10 ans chez Yves Saint Laurent. Et après 10 ans, comme je suis déjà, vous allez voir, je suis quelqu'un d'un peu curieux, un peu atypique, et j'aime bien prendre des chemins de traverse, on va dire. Au bout de 10 ans, j'avais pas encore vu de consommateur, parce qu'à l'époque, alors on était vraiment dans un métier de ce qu'on appelle le sell-in, c'est-à-dire mettre un maximum de produits chez les distributeurs et on regardait la facturation. C'est l'époque du congrès de la parfumerie. Ah ben là, on faisait des grands congrès, on dépensait beaucoup d'argent pour inviter les retailers, les détaillants, on les appelait, et on dansait avec eux et on leur fourguait beaucoup de marchandises. Et donc au bout de 10 ans, j'avais appris un peu sur le parfum, mais je ne connaissais pas le consommateur. Et comme Saint-Laurent venait d'être mis dans des mains qui ne me plaisaient pas complètement, puisque ce fut le moment où Saint-Laurent a été racheté par Sanofi, donc qui était un laboratoire pharmaceutique qui avait quelques marques comme Stendhal ou Roger Gallet ou Van Cleef & Arpels, et qui avait racheté beaucoup plus gros que lui, c'est-à-dire Saint-Laurent. Et donc voilà, je me suis dit, oh là là, ça part un peu en vrille tout ça. Et donc j'ai quitté pour aller dans un business qui n'avait rien à voir, qui s'appelait les Trois Suisses. Les Trois Suisses cherchaient à se réinventer. Et ils voulaient des gens qui viennent un peu du monde de la mode ou du luxe. Et ils m'ont confié la direction du développement. Donc il y avait
une collaboration avec L'Oréal sur les clubs de créateurs de beauté, qui était un catalogue spécialisé déjà de vente à distance, on en reparlera, de produits de beauté. Et puis, on commençait à entendre parler d'une petite société qui s'appelait Amazon, qui vendait des livres en ligne, et ils se demandaient si c'était intéressant ou pas de réfléchir à la vente en ligne. Et puis, ils avaient cette énorme base de données, 10 millions de clients, et ils se demandaient comment l'exploiter. Bon, je vais abréger, mais en tout cas, voilà, pendant 5-6 ans, je me suis occupé de développer des nouvelles affaires pour 3 Suisses, et notamment de lancer le premier site de e-commerce des 3 Suisses, en 95-96 par là. Après quelques années aux 3 Suisses, est arrivée la première bulle Internet. Donc bulle, à savoir une sorte d'excitation avec des financements en veux-tu, en voilà, les premiers venture capitalistes qui voulaient absolument investir derrière des entrepreneurs. Et j'ai franchi le pas, j'ai créé une société avec mon frère qui s'appelait Clust et qui faisait du e-commerce, pas de produits de beauté, du e-commerce en général, mais sur un format qui était l'achat groupé. Donc l'idée, c'était qu'on se regroupait pour acheter moins cher. Cette affaire n'a pas très bien fonctionné parce qu'au bout de 2 ans, il n'y avait plus d'argent, la bulle était retombée, et je me suis dit, mais finalement, le métier que j'aime et que j'ai toujours aimé, c'est le parfum. Revenons à la parfumerie, mais une parfumerie qui va être beaucoup plus proche du consommateur. Peut-être la seule marque qui avait très tôt compris qu'il fallait nouer une relation directe avec le consommateur. Et là, j'ai en face de moi quelqu'un qui en a été un artisan avec Marielle. Et donc j'ai rejoint Mugler. Auprès d'une grande dame du métier qui s'appelle toujours Vera Struby. Et alors que chez Saint-Laurent, j'ai eu l'occasion de côtoyer Chantal Ross, là j'étais avec Vera Struby, une autre grande dame, et Vera m'a demandé de peut-être un peu professionnaliser, faire grandir Thierry Mugler, qui était une très belle marque, qui avait adopté des schémas complètement différents des normes du métier. Comme c'était né dans un groupe de soins, puisque Thierry Mugler appartenait à Clarins, ça avait été presque lancé comme une marque de soins, avec une relation très forte aux clients, avec peut-être, si vous connaissez la marque Mugler, le concept de la source. Donc déjà, réfléchir à la recyclabilité des parfums. Il y avait ce qu'on appelait le cercle, qui était ce club de consommateurs, donc très proche de ce dont on va parler, je pense, aujourd'hui, qui est toutes ces communautés de consommateurs autour de marques. Donc vraiment incroyablement anticipateur, et moi j'étais passionné par cette marque, et je suis resté dans le groupe Clarins 10 ans, en dirigeant d'abord Mugler, en succédant à Vera Struby. On a lancé entre-temps Alien, d'ailleurs avec quelques conseils avisés d'Olivier. On a fait que vous rassurer sur vos intuitions que vous aviez déjà. Certes, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir dans ces métiers à risque des points de vue qui vous réconfortent. Et puis plus tard, toujours chez Clarins, on a créé une division parfum qui s'est appelée Clarins Fragrance Group, qui regroupait Mugler, Azzaro, une autre jolie marque, et puis quelques marques sous licence. Et donc, je suis resté 10 ans, c'est un de mes chiffres magiques peut-être, après 10 ans chez Saint-Laurent, 10 ans chez Clarins. Et puis au bout de 10 ans chez Clarins, moi comme je vous avais dit tout à l'heure, j'aimais les chemins de travers, j'aime bien me remettre en situation de risque régulièrement. Quand je commence à faire les choses par routine, je m'emmerde, et donc je change. Et c'est ce que j'ai fait en rejoignant une société qui était un peu la synthèse de tout ce que j'avais fait dans ma vie. Et donc une société qui était dans le e-commerce, mais dans l'e-commerce de produits de beauté, qui était située sur l'île de Jersey. Donc fallait quand même oser pour reprendre cette société avec un fonds d'investissement anglais. Et donc cette société s'appelle Feel Unique, et donc on l'a reprise avec ce fonds.
Et on a fait ce qu'on appelle un scale-up. Donc, il y a les start-up quand vous créez une société, et puis il y a les scale-up quand une société est déjà avec un certain chiffre d'affaires, et puis qu'un fonds arrive et décide d'investir pour vraiment la faire se développer très rapidement. Et donc, cette société, vous avez peut-être entendu parler, on l'a fait grandir, j'ai amené beaucoup de marques sur la plateforme, on en a fait une vraie marque, on a mis une filiale en France, une filiale en Chine. Tu l'as prise à combien? Tu l'as amenée à combien? Elle était à 25 millions de livres et aujourd'hui, enfin quand j'ai quitté, elle faisait à peu près 120. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un scale-up, quoi. On fait grandir très vite une entreprise pour qu'elle s'impose sur son marché. Dans un premier temps, on donne la priorité à la croissance plutôt qu'au profit. Et puis au fur et à mesure qu'elle grandit, normalement elle doit devenir rentable. Ça c'est le schéma théorique. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans. Et puis est arrivée une nouvelle phase dans la vie de cette société où justement le fonds était plutôt sur une optique de consolider, de rentabiliser, de la gérer beaucoup plus comme une affaire retail. Et je pensais que c'était moins ma compétence. Et donc j'ai travaillé avec notre board sur un succession planning, donc sur un nouveau profil de CEO qui pourrait me remplacer. On est allé chercher quelqu'un chez Amazon qui aujourd'hui est CEO de Feedunique. Et donc il y a 7 mois environ, j'ai quitté pour monter mon cabinet de conseil. Donc maintenant, je suis complètement libre et je fais les choses que j'aime, c'est-à-dire d'aider, de coacher, d'accompagner, de conseiller. Alors ça peut être des startups, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des étudiants. Je suis ravi d'être là ce soir. Mais ça peut être aussi des grands fonds d'investissement, ce qu'on appelle des family office. Donc là, par exemple, vous avez pu voir qu'il y a eu Roger Gallet qui a été vendu à un family office. Aujourd'hui, on annonçait que Creed avait été racheté par un grand fonds américain, BlackRock. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que j'œuvre dans tout ce domaine des opérations qui concernent notamment le parfum, mais la beauté en général, parce que quand on a passé 5 ou 6 ans à la tête de Feedunique, on connaît toutes les marques, on a vu beaucoup de trajectoires de marques, plus ou moins réussies, et puis avec mon expérience antérieure, c'est vrai que j'ai un réseau et que j'ai une bonne connaissance, on va dire, de la beauté en général. Alors justement, nous ce qu'on essaye d'avoir dans les sessions Parfums et Beauté, c'est des gens qui ont du recul. Et toi, tu as un double recul, parce que tu as été marque et tu as été distributeur. Donc tu comprends à la fois le point de vue du distributeur et le point de vue de la marque. Alors, la distribution sur Internet, qu'on soit plus jeune ou plus âgé, qu'on soit dans la génération des élèves ou des professionnels, on croit connaître, mais on se fait des idées, parce qu'on n'a pas d'image assez précise. C'est quoi la réalité aujourd'hui de ce marché ? C'est quoi la croissance? C'est quoi l'effet majeur? Qui sont les acteurs clés? Les pure players, les mixtes, les classiques? Alors, le e-commerce de la beauté, puis après je parlerai du parfum, mais déjà le e-commerce de la beauté progresse rapidement, mais est à des stades de maturité différents selon les marchés. Le pays où la pénétration du e-commerce de la beauté est le plus important, c'est la Chine. En Chine, à peu près 40% du marché de la beauté est de l'achat en ligne. Pour plein de raisons. Une des raisons principales, c'est que les Chinois ont vite eu du pouvoir d'achat, mais le retail classique n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'il y a plein de villes où il n'y a pas des beaux magasins pour acheter de la beauté. À Shanghai, il y a des grands magasins pour acheter de la beauté, mais dès que vous allez dans des villes secondaires, il n'y en a pas. La deuxième raison, c'est que les jeunes sont des grands consommateurs de beauté en Chine, et les jeunes sont tout de suite mis au mobile, et l'achat sur mobile est une chose complètement banale. C'est comme ça que la majorité des Chinois font la totalité de leurs achats, dont la beauté. Il y a une troisième explication aussi pour le poids de l'achat en ligne en Chine, c'est une subtilité dont a profité Feedunique.
Quand vous voulez lancer un produit en Chine, en l'important, il faut passer par les fourches codines de l'administration chinoise qui imposent que vous refassiez tous les tests d'innocuité et cela passe par des tests sur animaux parce qu'en Chine, c'est les méthodes qui sont approuvées pour tester l'innocuité des produits. Or, beaucoup de marques, notamment dans le soin et dans le maquillage, ça concerne plus des marques de soins et de maquillage que de parfums, ne veulent pas, pour des raisons éthiques et des raisons d'image, être testées sur animaux. Et donc, le marché chinois leur est interdit. Mais elles ont trouvé la parade, et nous les avons aidées à trouver la parade, parce qu'en fait, un colis individuel qui part d'Europe ou de Hong Kong ou des États-Unis vers la Chine n'est pas sujet à cette législation d'homologation du produit. Le droit de douane, oui. Droit de douane, oui. Et donc, de manière complètement légale et avec l'accord des autorités chinoises, un produit qui n'est pas approuvé en Chine peut être vendu à un Chinois en e-commerce. Et donc, ça a boosté énormément le e-commerce en Chine. Donc ça, c'est le marché chinois. 40% à peu près du marché en e-commerce. Les autres marchés où le poids du e-commerce est important, il y a le UK. Le UK est à peu près à 20%. Vous savez, les Anglais ont toujours adoré expérimenter des formats retail multiples. C'est le seul pays où vous avez des drugstores, des grands magasins de luxe, Space & Cake qui est une chaîne spécialisée, mais vous avez aussi Superdrug. C'est le seul pays que je connaisse vraiment où vous avez des chaînes que de parfumerie. C'est-à-dire que vous avez The Perfume Shop, par exemple, où une marque comme Chanel ne vend que ses parfums, sans le maquillage. C'est assez inhabituel, ce n'est pas le cas dans la plupart des pays. Donc les Anglais adorent expérimenter des nouveaux formats retail et ils ont adoré le e-commerce. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Fil-Unique a trouvé un terreau favorable pour se développer en Angleterre, parce que les Anglais aiment bien tester des nouveaux formats de distribution. Ensuite, vous avez l'Allemagne, autour de 16-17%, à peu près comme les États-Unis, donc une pénétration similaire. Tous les chiffres que je vous donne, c'est pour ce que j'appellerais le premium beauty. Hein, donc c'est le sélectif ou l'entrée, quoi, hein, l'entrée du sélectif. Ça ne concerne pas un shampoing Dove ou un dentifrice Colgate. C'est vraiment les produits qui sont vendus soit dans un circuit sélectif en France de type pharmacie ou de parfumerie ou de grands magasins. Donc ensuite, vous avez la France. La France aujourd'hui est à peu près à 10% de pénétration du e-commerce. Et puis, plus bas, vous avez l'Espagne, l'Italie, qui sont plutôt autour de 5-6%. Voilà pour les principaux marchés sur lesquels j'ai des stats. Alors, à l'intérieur de la beauté, le produit qui a eu la pénétration la plus élevée, c'est-à-dire la catégorie pour laquelle le e-commerce a très vite pris de l'importance, et je vais peut-être vous surprendre, c'est le capillaire. Pourquoi ? Parce que les marques de capillaires avaient des contrats de distribution qui imposaient que leurs produits soient distribués via des salons de coiffure. Ah, les marques professionnelles. En fait, je parle des marques sélectives. Kérastase. Je parle des marques sélectives. Je ne parle pas effectivement du shampoing qui est vendu dans un supermarché. Kérastase. Kérastase se retrouvait avec une croissance atone parce que les coiffeurs ne sont pas des bons vendeurs. Et donc, il y a une dizaine d'années, ce sont des très bons artisans, ce sont des très bons professionnels, ce ne sont pas des grands vendeurs. Et donc, il y a une dizaine d'années, Kérastase, 10-15 ans, Kérastase a cherché un canal de distribution. Les portes des Sephora étaient fermées, les portes des pharmacies étaient fermées, et ils se sont dit, mais après tout, le e-commerce, peut-être une manière de vendre du shampoing. Il y a une notion de répétition dans le shampoing, donc quelque part, le e-commerce, on peut fidéliser, on peut répéter. Et une des premières marques à autoriser Fil-Unique à vendre officiellement sur son site a été Kérastase.
tout en nous demandant d'avoir un salon de coiffure, parce que bon, il y avait quand même des contrats, distribution à préserver. Mais voilà, il y a un salon de coiffure à Jersey, fil unique, mais c'était vraiment pour, en anglais, tick the box, donc pour cocher la case. Et donc le capillaire a toujours eu une forte pénétration en e-commerce, parce qu'il y avait un défaut de distribution, on peut dire. Ensuite, le maquillage est fort en e-commerce parce que ce sont des clientes jeunes, souvent en maquillage, que le maquillage c'est le selfie c'est le digital, donc tout ça va très bien ensemble. On adore se prendre en photo avec le produit qu'on vient d'acheter, on adore les tutoriaux, etc. Le soin a monté en puissance au fil des années et un peu plus difficilement, mais sans qu'il y ait un écart énorme. Souvent, on pense que le parfum est beaucoup plus petit en e-commerce que, par exemple, le maquillage. C'est pas vrai. Il y a à peu près 2 points d'écart entre... Donc, sur l'Angleterre, c'est 20 en moyenne, 18 en parfum et 22 en maquillage. 22 en maquillage. Donc, c'est pas non plus énorme le gap. Ça veut simplement dire que le parfum est un peu plus sensoriel, qu'il y a un peu plus de gens qui aiment quand même sentir un parfum avant de l'acheter. Et on en parlera, je pense, on en reparlera avec Olivier. Mais en fait, on peut très bien vendre un nouveau parfum sur Internet et je vous en parlerai quand tu me parleras de ça. Pour reparler des acteurs, est-ce que les chaînes de distribution classiques ont bien pris le virage et réussi à sortir leur épingle du jeu? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a les États-Unis, où la culture digitale a été beaucoup plus tôt. Cette culture est née de Californie. Sephora est en Californie, le siège de Sephora est en Californie, et donc Sephora et son concurrent Ulta, assez tôt, ont pris la dimension de l'e-commerce. Et globalement, ont bien réussi leur omnicanalité entre les magasins et le e-commerce. Les grands magasins américains s'y sont mis mieux qu'en Europe, ont à peu près réussi, mais les grands magasins ont des problèmes généraux que vous connaissez, et donc, même s'ils ont à peu près réussi le digital, ils ont quand même perdu énormément de plumes. Ça, c'est pour les États-Unis. En Europe, et ça a été la chance d'un fil unique, les Sephora, les Marionneau, les Nocibé, les Douglas ont énormément tardé à se développer sur le digital. Une de nos chances, c'est qu'il y a en fait une sorte, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça dans la salle, mais il y a une sorte de rivalité entre Sephora US et Sephora Europe. Ce sont 2 entreprises différentes qui se tirent un peu la bourre. Et donc, il n'y a pas eu de transfert de compétences de Sephora US sur Sephora Europe. Et Fil Unique et d'autres ont trouvé un espace pour se développer en e-commerce en tant que pure player, en ayant des cartes en main que ces grandes chaînes n'avaient pas. Et ces cartes, c'était de l'argent, de l'agilité, des équipes dédiées, pas de contraintes à respecter un magasin. Qu'est-ce qu'un magasin peut avoir? Par exemple, lancer une marque. Lancer une marque chez Sephora, c'est 6 à 12 mois de discussion et de préparation et de discussion et de négociation. Lancer une marque sur Fil Unique, c'est 2 mois. Si on est vraiment motivé, ça se fait comme ça. Fil Unique a réussi déjà des lancements de marques, on anticipe un peu sur la suite, des lancements de marques à partir de 0. Donc une marque vient vous voir, ils ont créé des marques à l'école, donc... Bonjour Monsieur Fil Unique, je veux lancer mon nouveau parfum qui est génial, sorti de ma tête et de ma création. Est-ce que c'est possible? Alors, j'ai pas beaucoup d'exemples de marques de parfums sur Fil Unique, qui soient lancées sur Fil Unique. Ou de soins. Mais par contre, des marques de soins, par exemple, on a introduit en Angleterre avec un autre site une marque que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle The Ordinary. Bon, The Ordinary, c'est des produits assez simples, mono-ingrédients, avec un prix accessible, un packaging très jeune. On a lancé cette marque, ça a été un succès immédiat. Justement, la grande question qu'on peut se poser, c'est, on se dit, ok, la distribution sur Internet pour de l'achat de fidélisation, je comprends. Surtout si j'ai un petit peu de discount, du service à proximité, d'accord. Mais recrutement, pour le parfum, comment je fais?
Alors, moi, je peux donner quelques stats un peu générales, sans trop dévoiler de choses secrètes. En gros, sur Fil Unique, vous pouvez considérer qu'un tiers du chiffre d'affaires était fait avec des nouveaux clients. Donc là, je n'ai pas d'historique de leurs achats, donc je ne sais pas quelle est la part dans ces nouveaux clients de ce qui peut être un réassort d'une découverte, mais je peux vous donner le reste du chiffre. Un tiers des commandes de produits qu'ils avaient déjà achetés, et un autre tiers de produits qu'ils n'ont jamais achetés chez Fil Unique. Olfactif. Je parle en général. En général. Je parle en général. Après, est-ce que sur la catégorie parfum, il y avait beaucoup plus de réassorts que de découvertes? Eh bien non. En fait, Fil Unique n'était pas très bon en vente de parfums. Bon. Je connais le ratio dans un magasin Sephora. Chez Fil Unique, le parfum féminin et masculin confondu, ça pèse combien? 50%? Alors, par rapport au total? Ouais. Moins de 10. Ah oui, c'est pas Mais beaucoup. attention, en Angleterre, le parfum ne pèse que 30. Sur le marché anglais, correct. Voilà. Donc, il faut relativiser. Donc, ça serait l'équivalent d'un 15, on va dire. Oui. Hein? Mais en volume ou en valeur? En valeur. Je raisonne toujours en valeur. Alors, une explication, c'est que notre clientèle était très féminine, très jeune, adorait le maquillage. Mais on a lancé des parfums sur Fil Unique. On a lancé Black Opium avec un succès formidable. On a lancé Twilly. On a lancé... en se donnant les moyens, les marques pouvaient tout à fait faire de Fil Unique une plateforme pour aller conquérir de nouveaux clients. Avec un processus d'échantillonnage adapté sur base de données. Alors, la réussite d'un lancement d'un nouveau parfum sur Fil Unique, c'était d'abord orchestrer un lancement. Ça, c'est vrai de tout produit, chez tout distributeur. Un lancement, ça se prépare, ça se tease, comment dire en français? Oui, il faut un petit peu, exciter le futur client, et on entretient la flamme. Donc, il faut vraiment construire un plan sur les semaines précédant le lancement, les semaines du lancement et les semaines après lancement. Une campagne d'échantillonnage préalable au lancement, de la pré-réservation. Il y a des femmes qui adorent, parce qu'elles aiment une marque, être les premières à porter le nouvel Hermès, sans même sentir le jus. J'envoie 100 000 échantillons dans la nature, sur un parfum qui est digne d'avoir 4 points de part de marché. Je ramène combien de ventes? Alors... Attends. We talk business. Non, mais bon. On avait des techniques d'échantillonnage assez différentes. On avait l'asilage coli. C'est pas une bactérie. L'asilage coli. C'est pas une bactérie. Donc on héberge, en fait, on permet à des échantillons d'être mis dans des colis. On envoie un colis, je glisse échantillon dedans, ça coûte rien. Ça, si c'est pas targeté, les rendements sont pas bons. Mais si vous dites, je veux que mon nouvel échantillon de Twilly soit, par exemple, dans tous les colis des gens qui ont déjà acheté du Hermès, ou dans tous les gens qui aiment du parfum féminin d'un certain style. Alors là, vous montez les rendements. C'est ce que permet le tracking du consommateur. C'est ce que Fil Unique est bon, c'est la data. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui enregistre énormément de data, et donc vous pouvez commencer à faire des campagnes promotionnelles, des campagnes de lancement très ciblées. On va plus loin. On avait demandé aux marques de nous fournir des échantillons qui sont des échantillons de réassurance. Alors, c'est quoi l'échantillon de réassurance? On l'appelait Try Me. On demandait aux marques de nous livrer un échantillon qui allait accompagner le produit pleine taille commandé par la cliente. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Pour la copine? En fait, non, pas pour la copine. C'est pour que la cliente se dise, je ne prends aucun risque. J'achète un parfum, pleine taille. Okay. Je ne peux pas le retourner, un parfum pleine taille. On ne fait pas ça dans la beauté. On le fait dans la mode, mais on ne le fait pas dans le parfum. Une fois que vous avez ouvert votre flacon, là, vous démarrez par l'échantillon.
Vous essayez l'échantillon, il vous plaît, vous gardez le flacon pleine taille, il vous plaît pas, je renvoie le pleine taille. Bien sûr. Donc on a éliminé, on a rendu ce qu'on appelle frictionless, donc on a enlevé une friction dans le processus d'achat, un frein dans le processus d'achat. Troisième technique d'échantillon, encore plus sophistiquée. Moi, je rêvais de réconcilier online-offline. Enfin, quelque part, je suis bien conscient qu'online, on perd quand même en sensorialité. Mais en même temps, je trouvais l'échantillon en magasin, enfin l'échantillon, l'essai en magasin, Très mal promu. non seulement ça, mais pas agréable. C'est une cacophonie totale. On est aspergé de partout, il y a les odeurs des autres, on n'y comprend rien. On est obligé de sentir et décider, alors que ce qu'on aimerait, c'est sentir, ressentir le lendemain, faire partager à sa famille, sa copine, sa femme, enfin qui on aime, se donner quelques jours. C'est ça, un bon essai d'un produit de beauté en général. Un soin, c'est une évidence pour la texture et l'efficacité, mais un parfum aussi. Donc moi, je cherchais une solution pour réconcilier ces deux mondes. Et on a donc créé quelque chose qu'on a appelé Pick and Mix, qui était une formule où un consommateur pouvait commander 5 échantillons de son choix dans une bibliothèque d'échantillons. Donc on avait un magasin d'échantillons, on avait des centaines et des centaines d'échantillons. Le consommateur choisissait 5 échantillons, il nous payait environ 10 €. Il recevait ces 5 échantillons, il les essayait tranquillement, et si dans le mois qui suivait, il achetait, on lui remboursait les 10 €. Alors là, les rendements, ils montent à 5, 10, 15%, puisque le consommateur a pré-choisi 5 parmi des milliers d'échantillons. Donc il est déjà à moitié rentré dans la marque. Alors, si je te comprends bien, une marque classique, elles ont résisté au début à la distribution. Elles ont résisté. Et puis elles ont lâché. Elles ont été conquises. Elles n'ont pas lâché. Bon, elles ont fini par accepter. Parce D'accord. que moi, j'y suis employé. J'ai mis beaucoup de travail de séduction pour leur expliquer ce qu'on pouvait faire. Il y a quand même des avantages en termes de retour sur investissement parce que le ciblage précis leur permet ce que ne permet pas une distribution classique. Normalement, oui. Typiquement sur l'échantillon, on leur montrait une efficacité qui était sans commune mesure avec les échantillons qui sont distribués dans un sac à la sortie des caisses des magasins. Mais même sur le sujet du contenu, parce que souvent on nous dit « Oh, mais quand même, une expérience consommateur en magasin, c'est plus riche, c'est plus luxe ». Mais aujourd'hui, pour découvrir un parfum, sur un site comme Fil Unique, vous avez les vidéos, vous avez le making-of, vous avez des fois une story exclusive qu'on est allé construire, écrire avec le nez, avec la marque. Donc en fait, un site de e-commerce est autant un site de commerce qu'un site de contenu. Et je prétends aussi que c'est un site de communauté. Si on veut vraiment réussir un site de e-commerce, il faut travailler sur ces 3 dimensions. Commerce, contenu, communauté, parce qu'il y a aussi des interactions que vous pouvez nouer entre les consommateurs qui aiment le même produit ou la même marque. Donc ça se sophistique. Et puis la technologie permet que ça se sophistique, puisqu'aujourd'hui, le téléchargement des vidéos est très simple, la qualité des images a énormément progressé, et vous pouvez aller encore plus loin. On a testé, sans grand succès, mais je pense qu'un jour ça viendra, des conseillères en ligne spécialisées. En vidéo. Par vidéo. En temps réel. En temps réel, qui avait accès à des librairies d'information bien mieux que n'importe quelle vendeuse dans un magasin qui doit inventer, très souvent, un discours sur un produit et qui va inventer des notes qui n'existent pas et des positionnements qui sont faux. Je te rassure, elle ne l'invente pas, elle dit « Tenez madame, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça sent bon ». Voilà. Donc, finalement, l'expérience en magasin, elle est sympa parce qu'on peut embrasser très vite un assortiment. C'est vrai qu'on peut naviguer dans des rayons, on se fait plaisir, on essaye plein de trucs. Et je n'ai rien contre les magasins, moi-même je les pratique. Mais finalement, les sources d'information sont aujourd'hui beaucoup plus précises. On peut comparer, il y a des algorithmes aujourd'hui qui vous aident en plus à commencer à mettre les produits en comparaison. Ça donne beaucoup d'atouts. Donc il y a un avantage considérable pour les marques existantes. Et pour les marques qui n'existent pas. Pour les marques qui partent
de rien et qui imaginent faire un grand succès uniquement fondé sur le net en pure player. Est-ce qu'il y a des grands succès qui sont nés à partir de rien et sans rien dépenser? Oui. Alors, vous êtes sûrement au courant de ce qui s'est passé depuis 10 ans avec l'émergence de ce qu'on appelle les marques indie, donc les marques indépendantes. Ce qui s'est passé, c'est que avec l'arrivée de l'Internet notamment, mais pas seulement, il y a eu aussi des évolutions dans les processus de fabrication, notamment. Les barrières à l'entrée qui faisaient que les grands groupes pratiquement avaient une sorte de monopole de la beauté, l'ont perdu parce que des entrepreneurs, des femmes et des hommes inspirés ont pu créer des marques avec des capitaux assez réduits justement en se faisant connaître d'abord sur Internet et en faisant des petites séries. Parce que la technologie a permis de faire des plus petites séries. Alors, c'est vrai, c'est plus vrai en soins et en maquillage qu'en parfum. Mais si vous êtes amateur de maquillage, il y a une marque connue aux États-Unis qui a vraiment, qui est devenue un concurrent direct de Benefit, qui s'appelle Anastasia. C'est une réfugiée roumaine aristocrate dont l'histoire est incroyable. Elle me l'a raconté un jour quand j'essayais de la convaincre de venir sur Fil Unique. Et elle a, à partir d'un salon de sourcils à Beverly Hills, elle en a fait une marque qui vaut plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. Et elle a beaucoup utilisé l'Internet pendant 5 ans. Tout son business était fait sur Internet. Oui, mais il faut des petites mains pour faire tourner la machine. Ben non, parce qu'en fait, quand vous avez un succès sur Internet, il y a aussi des phénomènes de vent ascendant et de bouche à oreille sur Internet. Le social media fait que vous pouvez complètement décoller. C'est pas aidé par des community managers grassement payés aux 4 coins du monde? Alors, ce qui était vrai il y a 10 ans, l'est moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Il y a tellement de marques. Les coûts d'acquisition, parce que les Google et tous ces gens-là, ils ont monté leurs tarifs. Et donc, c'est devenu beaucoup plus difficile pour une marque aujourd'hui de se créer uniquement sur Internet. Je continue à penser qu'une marque peut se créer sur Internet en temps 1, avec plutôt un objectif de créer une communauté de fans, les early adopters, donc les premiers utilisateurs de la marque. Et c'est très important, cette communauté, parce que ce sont vraiment vos avocats qui peuvent être impliqués dans la vie de la marque et qui adorent ça. Donc c'est une sorte d'équipe marketing outsourcée et gratuite. Et notamment quand on est sur des produits comme du maquillage ou du soin, où l'interaction avec les clients sur est-ce que ça marche pas, quel nouveau produit tu veux, cette teinte tu l'aimes, cette pub tu l'aimes. Enfin, il y a une interaction qui est très intéressante possible en soins et en maquillage. Je pense qu'en parfum c'est aussi faisable. Il y a eu quelques marques de parfums qui se sont lancées comme ça direct to consumer. Fleur. Grand succès. Fleur, qui a basculé maintenant dans la distribution classique. Je pense qu'aujourd'hui, plus aucune marque ne se pense exclusivement direct to consumer. Non, je parle de la naissance. La naissance, on peut se créer, et je pense qu'on doit se créer sur... Oui, Sillage. Oui, Sillage, qui a été lancé... Si on parle dessous, encore une fois, excuse-moi. Oui. Combien il faut mettre sur la table aujourd'hui pour réussir exister pour une marque de parfum, allez, c'est quoi? Moi, je conseille beaucoup de startups. Je pense que on peut créer une marque avec 200 000 €, mais après, il faut 500 000 de plus pour la faire grandir. Okay. Donc, tu as un droit d'entrée à 750 000 € à peu près. Il faut relever des fonds, 1 ou 2 millions. Enfin, la vie d'une marque, c'est quelques millions d'euros, si on est sincère, en termes de financement. Première étape 250, deuxième étape 500, troisième étape 1 ou 2. Je pense, c'est une bonne règle. Quand on est en Europe. Bon, il faut aller voir Joël pour qu'il vous aide dans le démarrage de votre marque. Non, je pense que c'est important de créer ce lien direct avec des clients, avec des consommateurs. Je vous ai parlé de ma trajectoire et de l'importance que j'accorde à ce lien direct avec le consommateur. Je dis toujours aux patrons de marque qui lancent leur marque, lisez tous les mails de vos consommateurs
écrivez-leur personnellement, vous, patron de la marque, enfin fondateur de la marque. Ça va vous créer un goodwill, enfin une sorte oui, un acquis important dans la relation avec le client. Du coup, par rapport à ça, par rapport à la communauté, etc., c'est que par exemple, il y a des marques comme Huda Beauty qui ont un succès interplanétaire, etc., et qui struggle qui ont du mal avec leur lancement de parfum avec KLI. C'est quoi les key facteurs de succès pour une marque parfum en ligne? Alors, je pense qu'il faut déjà être en résonance avec les tendances. Lancer une marque de parfum pour lancer une marque de parfum, ça n'intéresse personne. Il faut déjà que ça fasse écho au public qui est sur Internet. Et vous savez, aujourd'hui, la naturalité, la sustainability, une forme de transparence, enfin bon, il y a des tendances que je ne vais pas vous décrire, vous devez pratiquer dans cette école régulièrement, mais c'est vrai que déjà capter un public qui peut être acquis à votre concept, et ensuite trouver cette base de fans qui sont des gens qui aiment profondément votre marque. Oui, c'est ce que je rapporte, la pointe du triangle, les early adopters, voilà, les leaders de la marque, voilà, ceux qui font le bouche à oreille, voilà, et qui ont des suiveurs derrière, etc. etc. Voilà. Et puis à un moment, vous êtes armé pour signer une distribution, peut-être vous faites une pop-up store, où vous entrez dans quelques concept stores, et puis vous pouvez faire une collaboration avec une marque qui n'a rien à voir, mais qui s'intéresse à votre projet parfum. Et puis un jour, c'est le grand jour où vous rentrez chez Sephora, Ulta, et vous perdez beaucoup de rentabilité. Et là, les drames commencent. Et vous perdez beaucoup de rentabilité parce que vous êtes plus en double marge. Ah ben là, c'est déjà plus difficile. Là, il faut soit que vous soyez prêt à vous planter, et ça, financièrement, c'est difficile, soit être prêt à un grand succès, et c'est encore plus difficile parce que ça demande des financements que vous n'avez pas. Donc, dès que vous rentrez dans un réseau, au départ, ils sont prudents, ils vous mettent dans quelques portes, mais si ça marche, ils vous demandent tout de suite d'aller dans plein de portes, et là, vous n'avez pas la marchandise. Donc, c'est des problèmes de cash flow, ça s'appelle. Bon, alors, on va essayer de tenir le format de 45 minutes qu'on a imaginé, mais si on déborde un peu. Où est-ce qu'elle va, cette distribution? Comment est-ce que tu vois les lignes d'avenir se dessiner? Ça va devenir dominant? Ça va devenir égal? Il y a la en question termes de d'Amazon, parce qu'on ne peut pas ne pas parler d'Amazon ce soir. J'en avais parlé dans mon intro comme une petite librairie en ligne. Ça a un peu changé depuis. Aux États-Unis, il y a un fait, c'est que je crois 60% des requêtes produits ne sont plus sur Google, elles sont sur Amazon. Donc les gens quand ils cherchent crème hydratante, au lieu d'aller le taper dans Google, ce que moi je fais... Pour la beauté. Non, pour tout produit. Okay. Tout produit. Ils vont d'Amazon en se disant sur Amazon il y a tout, donc comme il y a tout, je vais trouver ma crème hydratante. Et puis il y a les shop in the shop dans Amazon maintenant. Et puis effectivement, entre guillemets, pratiquement tous les produits de manière directe ou indirecte sont vendus sur Amazon. Mais bon, on est tous d'accord que l'ergonomie d'Amazon pour des produits de luxe, c'est pas vraiment ça et que c'est quand même assez confusant. Bon. Donc il y a quand même ce Amazon qui est un acteur très prégnant, notamment aux États-Unis. Moi je parlais à un patron d'affaires ce midi dans le monde de la parfumerie, qui me demandait mon avis sur Amazon. Je lui disais que, bien évidemment, des marques de luxe, à mon avis, n'ont pas leur place sur Amazon, parce que ça perdrait énormément en prestige, mais que créer une marque pour Amazon... Bien sûr, c'est un circuit, il y a des clients, il y a des consommateurs, allez-y, lancez un parfum sur Amazon. Ils créent leur propre marque. Comment ? Et ils créent leur marque. Alors eux-mêmes créent leur marque. Le risque quand vous créez une marque pour Amazon, c'est qu'ils vous copient, parce qu'ils ont toute la data. Donc c'est pas forcément un business très, très durable, mais il y a de l'argent à faire en lançant des produits sur Amazon. Donc c'est une manière de imaginer l'avenir, c'est qu'il y aura des produits pour Amazon. Il y a la niche, il y a quand même tout ce phénomène de la niche, du retour à une parfumerie plus belle, et je pense que ça a sa place pour vous, et que de plus en plus, comme en mode, un nombre croissant de gens dans le monde entier, et pas simplement à Paris, à Londres et à New York, vont chercher des produits plus exclusifs, plus signés. On a envie de porter quelque chose que les autres ne portent pas.
Et ça, c'est quand même une vraie piste de développement, de distribution. Alors, est-ce qu'il y aura demain des chaînes de parfumerie de niche? Je me suis demandé si un jour ça n'existerait pas. Est-ce qu'il y aura des corners de parfumerie de niche dans des magasins? Je pense que la niche va prendre plusieurs formes. En réel. C'est ça. Je parle en physique, là. En physique, il y a déjà. Je parle en physique. Il y a déjà des chaînes qui se sont dédiées, Space NK pour ne pas la citer. Oui, mais pas très branché parfum. Je parlais vraiment parfum. Ouais, parce là. que leur marché n'est pas très branché parfum. Mais ils ont tout de suite eu cette approche upper premium. Tout à fait, tout à fait. En France, il y a Oh My Cream, par exemple, qui est un concept dans le soin. Bon, je pense qu'il y a des questions à se poser sur l'accès au parfum pour les jeunes. Et donc, est-ce qu'un jour un Monoprix va pas enfin créer un vrai beau réseau pour distribuer le parfum? Hier, je discutais avec un autre patron d'affaires sur les pharmacies. La France est le seul pays où on ne vend pas de parfum en pharmacie. Pratiquement pas. Pas beaucoup. Pratiquement pas. Je Quand parlais de ils font- Roger Gallet tout à l'heure. Quand ils font 30 000 unités sur une année en France, ils pensent que c'est le Pérou. Enfin, Boots, vous connaissez Boots, c'est le premier vendeur de parfums en Angleterre. Donc, la distribution, elle va continuer à évoluer en fonction des historiques pays. Et la distribution sur Internet, comment tu la vois évoluer? Vers plus de qualité, vers plus Alors de... moi, je pense qu'elle va continuer à prendre des parts de marché. On est à 20% en Angleterre, on est à 40% en Chine. Je pense que ça peut aller à 30 ou 40% dans des pays développés comme l'Europe. Il y aura des fermetures de magasins, il y aura des fermetures de parfumeries. Il y a déjà des fermetures de Boots en Angleterre. Donc il va y avoir un peu encore de transfert. Puis à un moment, ça va quand même à un moment se stabiliser. Mais il y a trop de raisons qui ne militent pas en faveur d'acheter des produits de beauté en ligne. Il y a plein d'avantages à acheter des produits de beauté en ligne. Y compris aussi de pouvoir vendre des produits rares qui ne pourraient pas trouver leur place dans des petites boutiques de proximité parce que Bien sûr. le stock n'est pas finançable sur Bien sûr. 2 pièces qui ne tournent pas. Bien sûr. C'est bête, hein? Bien sûr. J'ai même, je ne sais pas si vous avez lu ça, mais il commence à se monter des sites de vente en ligne de produits d'occasion, même en beauté. Et si on va plus loin sur l'axe créatif, parce qu'il y a aussi beaucoup de créatifs de demain ou de créatifs actuels, est-ce que justement le net ne permet pas une vente par correspondance extrêmement personnalisée de l'odeur, réalisable plus facilement par Alors, l'interaction? tu veux parler de la personnalisation? Ouais. là Ou de la personnalisation à l'extrême même de l'odeur, pas que le décor du... Oui, bien sûr, une personnalisation du jus. Genre un interactif sur plusieurs phases de création du parfum, on t'envoie l'échantillon intermédiaire et hop. Donc il y a énormément d'initiatives dans le domaine de la personnalisation, mais qui sont beaucoup plus autour du hair care, skin care et maquillage. Il y a quelques tentatives de personnalisation dans le parfum. Vous connaissez quelques marques qui font ça. On a parlé de sillage tout à l'heure. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire un joli jus personnalisé. C'est très cher. Oui, mais avec plusieurs Alors options. après, on peut faire du Tu peux- layering, du twist avec Jo Malone, mais enfin bon. C'est pas très excitant. On va ouvrir maintenant une session, si tu es d'accord, de questions avec le public. On se donne quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la main? Je répéterai la question dans le micro parce qu'on enregistre en podcast qui sera disponible sur le net. Non, moi j'ai une question par rapport au dernier point sur l'avenir du digital et notamment sur l'Asie, où aujourd'hui la plupart des marques, même qui étaient pure player en digital comme The Ordinary, ont leur corner aux Galeries Lafayette, etc. Est-ce que c'est la même dynamique en Asie où les pure players digitaux vont aussi dans le brick and mortar pour pousser une expérience, une relation consommateur, humaine, etc. À un moment, une marque, quand elle atteint le niveau chiffre d'affaires d'un Anastasia, d'un Huda Beauty ou d'un The Ordinary, les portes des magasins leur sont ouvertes. Et c'est vrai en Asie comme c'est vrai en Europe. Et pourquoi se priver? Et ça crée quand même une option
de sensorialité, de découverte du produit physique complémentaire de la vente en ligne. Donc, bien évidemment, ces marques-là, à un moment, elles rentrent aussi dans les magasins, et ça, c'est vrai dans le monde entier. On l'a vu avec Glossier. Et Glossier, aujourd'hui, commence à rentrer, font des pop-up stores. Il y a un moment où la marque est trop forte pour absolument rester sur son circuit d'origine. Elle l'a fait surtout parce que Glossier, le parfum, se vendait pas sur Internet. Alors, dans le cas du parfum, ils avaient du mal sur Internet. Mais bon, est-ce que Glossier n'a pas du mal au-delà du parfum? D'autres questions? Moi, j'ai une question par rapport, on parle beaucoup de développement durable, de la planète, tout ça. C'est pas très planète-friendly, tout ça, ce e-commerce. C'est une vraie question. Il y a des débats, parce que certains prétendent que la livraison à des magasins, déballée, mettre sur les rayons, puis après les transports que le consommateur fait pour aller dans les magasins, est-ce que le bilan carbone de tout ça est nettement inférieur à livrer un colis, surtout quand vous êtes sur un volume de livraison qui devient important. C'est-à-dire que s'il y a des logisticiens qui, dans la même journée, peuvent livrer dans une même rue plusieurs produits, ben finalement, ça devient assez peu consommateur de carbone. Donc, il faut faire des bilans très complets. Mais il faut faire quelque chose. Il y a un gros travail à faire sur les packaging, éviter les suremballages. J'avais, moi, tenté de convaincre des marques de nous faire des références sans pack secondaire, quand même. En ayant uniquement... Alors, il y avait deux sujets. Il y avait un, ça créait des stocks dédiés. On n'était peut-être pas assez gros pour justifier de stock dédié. Et deux, il y avait un petit problème réglementaire, c'était est-ce que la fiche INCI, c'est bien ça, qui normalement doit être attachée au produit, pouvait être remplacée par cette même fiche INCI rattachée au bon de commande envoyé au consommateur. Je crois que la législation nous autoriserait à le faire avec le bon de commande rattaché sur Internet. Il y avait quand même le numéro de lot qui doit quand même rester sur le produit. Il y a des solutions, je trouve ridicule, quand ce n'est pas un produit cadeau, de faire un emballage pour être ensuite mis dans un autre emballage qui est le colis. Donc je pense qu'un jour, quand on va atteindre les 20-30% de pénétration, les marques vont devoir faire un catalogue e-commerce, avec des stocks e-commerce. Et là, on fera une économie de coûts pour la marque et une économie pour la planète. Moi, j'ai une question relative aux niches qui peinent. Je pense que le business de la niche est difficile. Je ne parle pas du e-commerce, je parle du business en retail physique. Est-ce que, justement, l'idée que les niches, un certain nombre de marques de niche se rassemblent pour créer une plateforme e-commerce, ça pourrait représenter un business complémentaire, voire un business qui leur permettrait de se déployer, d'atteindre leur assiette réelle de chiffre d'affaires potentiel. Alors, il y a quelques initiatives. Il y a un site... Ah oui, alors la question était, est-ce que les marques de niche qui ont un peu des difficultés dans le monde physique, parce que je pense qu'il y a notamment beaucoup de marques de niche, donc la multiplicité des marques fait que les ventes par marque de niche se réduisent. Est-ce qu'elles pourraient trouver un nouvel essor en se regroupant sur des plateformes Internet? Donc il y a effectivement quelques sites spécialisés en ligne sur le parfum. J'ai pas vu des volumes importants, moi. Moi, j'ai un point de vue sur les marques niches dans les boutiques spécialisées de niche. Je vais régulièrement faire des tours. Je m'ennuie. Olfactivement, je m'ennuie.
Je m'amuse beaucoup plus, paradoxalement, sur certaines initiatives de marques assez installées. Ils ont fait tous leur fleur, leur tubéreuse, leur hood, leur machin, leur truc, copier-coller. Non mais Olivier, tu ne précises pas déjà ce qu'on entend par niche aujourd'hui. Exactement. Non, Déjà, je parle. le mot est Non. Niche qui se. Je précise. Ouais. Niche qui se veut niche dans circuit spécialisé de niche avec marqué niche sur le fond de la vendeuse. Attends, c'est déjà C'est des niches. Non. Distribution du terme. Tu parles distribution. Distribution. Ouais. La niche est déterminée par sa distribution dans ce cas-là. Donc c'est des magasins qui se veulent réservés aux petits, naissants, etc. qui ne sont pas distribués par ailleurs en grand magasin dès qu'ils sont distribués en grand magasin. Upper Prestige, tout ça. Out. Là, c'est pas du tout l'Upper Prestige. Non, L'Upper Prestige. je vois les petites marques, les micros. Voilà. Tu t'ennuies beaucoup. Enfin, je vais faire crier tout le monde, mais je m'ennuie beaucoup quand je sens ça. Bon, personne ne crie. Tu t'ennuies parce qu'en fait, il y a toujours la même chose. Oui, c'est ça. Je m'ennuie parce que tout le monde se copie sur les mêmes thèmes, Bien sûr. qui sont pas très originaux olfactivement, alors que ça devrait servir à ça, quoi. Je suis d'accord, il y a quelques pépites, il y a beaucoup de choses qui sont très opportunistes et répétitives, Ouais. mais il y a des pépites, et ces pépites-là, elles rament. C'est dommage. Elles rament parce qu'elles sont entourées dans leur distribution de choses ennuyeuses. Si elles étaient dans une distribution intéressante, ça changerait leur vie. Que les pépites se reconnaissent entre elles et acceptent de coopérer autour du sein d'une plateforme. C'est une autre, et c'est vrai, c'est une autre Et par histoire. ailleurs, l'héritage physique de la niche n'est pas très existant. Enfin, à part nos Genevois et 3-4 qui se battent en bien, on peut pas dire qu'il y a un critère niche. Il y en a, c'est Alors, petit. Moi, ce que je peux dire, c'est que les expériences de marques Internet, on va dire, sur le parfum, sont beaucoup moins concluantes que sur les autres segments. Je ne peux pas vous citer une marque qui a explosé grâce à Tu l'as Internet. dit, parce qu'il y a ce contact sensoriel Si, il y a qui nécessaire. Ouais. Non, Mais avec un price point hyper bas. il faut C'est pas, non, C'est que ouais, mais parce que l'engagement consommateur il est très très bas. C'est des parfums à 15-20 dollars. Ouais, mais ils sont pas nuls. Bon, Ah bah oui. anyway, on peut, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer cette discussion autour d'un verre de vin rouge ou de vin blanc, ou même de jus d'orange, de la charcuterie et des fromages. On fait... Une toute dernière Non. question. Ah d'accord, bon on le fera ouais. Vas-y. Non, c'était en termes de business model. Est-ce que c'est monétisé sur Feel Unique l'expérience marque, c'est-à-dire le contenu, c'est des choses que vous faites payer aux marques comme en distribution classique? Alors, au fur et à mesure qu'on grandissait, c'est un peu comme Sephora, hein, au fur et à mesure qu'on grandissait, on commençait à le faire payer, et on le faire payer un peu plus cher chaque année, parce que, comme une tête de gondole, si vous voulez, voilà, oui. Ok. Ouais. Et dernière chose, parfois on crée du contenu pour les marques, destiné aux millennials, parce qu'ils ne savaient pas créer ce contenu. Et donc, notre expérience de public, on arrivait à créer un contenu un peu moins, on va dire, officiel, parce que les marques, un peu moins aseptisées, les marques ont du mal à sortir de leur cadre pour parler de leurs produits, et donc elles venaient voir Feel Unique en disant « Peux-tu me faire une vidéo qui raconte mon eyeliner d'une manière plus marrante que mon discours officiel ?» Bon, anyway. On va continuer à discuter. Je voudrais d'abord qu'on remercie Joël. Je vous invite à passer au rez-de-chaussée. On a plateau de fromage, charcuterie, vin rouge, vin blanc pour boire un coup ensemble. Verre de l'amitié. À tout de suite.